Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette série de vidéos baptisée Introduction aux services de cloud de Microsoft Azure. Et dans cette vidéo plus particulièrement, ce sera la partie numéro 2 dans laquelle je vais vous parler d'administration des services d'Azure. Alors quand on parle des services Azure, en fait, il y a tout un ensemble d'outils qui existent, et donc ces outils vont être destinés à différentes catégories de personnes. Donc on aura des outils qui seront plutôt des outils de ligne de commande pour ceux qui viennent peut-être du monde Unix ou qui aiment manipuler que la ligne de commande. On a des outils graphiques, et puis on a également des outils qui seront plutôt orientés pour des développeurs. Donc on parlera d'API ou alors d'IDE ou d'éditeurs de code plus particulièrement. Donc dans les outils qu'on va avoir, graphiquement, le portail d'administration. En ligne de commande, on parlera de PowerShell ou de PowerShell DSC. On parlera de la ligne de commande Azure, la CLI. Des outils plus historiques comme System Center. Je vais vous parler également d'API. Et puis globalement, pour retrouver un petit peu une liste de tout ça, vous avez un magnifique raccourci ici baptisé http ak.ms/urlscloud qui va vous ramener sur un article qui contient pas mal d'URL parce que du coup, derrière, on a plein de liens différents pour aller chercher ces outils. Alors, parmi ces outils, le 1er auquel on va avoir à faire face, eh bien, c'est le portail d'Azure. Donc le portail d'Azure qu'on peut accéder, par l'URL portal.azure.com ou qu'on peut avoir également dans sa version, préliminaire, preview, en allant sur preview.portal.azure.com. Et puis il vous reste une troisième option qui est rc.portal.azure.com, la release candidate. Donc en gros, globalement, vous avez 3 portails, les RC et les previews permettant de visualiser quelques changements qu'il va y avoir dans le portail, mais globalement rien de bien extraordinaire. Pour de la production au jour le jour, prenez plutôt le portal.azure.com. Donc sur ce portail, on va avoir la notion de dashboard, de tableau de bord, hein. Donc on va pouvoir personnaliser finalement l'écran d'accueil ou les tableaux de bord qu'on va avoir sur son portail. Donc ici, j'ai mis par exemple l'ensemble de mes ressources avec des machines virtuelles qui sont en Irlande ou qui sont aux États-Unis, puis j'ai mis des graphiques. On peut mettre pas mal de petites choses dessus. À noter, c'est que chaque portail, en fait, hein, est ni plus ni moins qu'un fichier JSON, et donc on va pouvoir l'importer et l'exporter, on va pouvoir l'éditer et le modifier, bien entendu, et on va pouvoir le partager avec d'autres personnes de son équipe. Alors, outil qui est, à mon sens, indispensable de connaître, eh bien, c'est la CLI, donc la command line interface d'Azure, qui est une ligne de commande heu, qui permet en fait quasiment de tout faire dans Azure, même faire plus de choses qu'en portail. Souvent, je résume le tout en disant, heu, ce qu'on sait faire graphiquement, on sait le faire en ligne de commande et l'inverse n'est pas vrai. Effectivement, souvent on fait plus de choses en ligne de commande. Quand on parlera de fonctions préliminaires, par exemple de preview, eh bien ces fonctions préliminaires en fait, elles seront souvent disponibles sous la forme d'une ligne de commande, alors soit en AZ ici, soit en PowerShell, on va le voir tout à l'heure. La plupart du temps, souvent, sur les lignes de commande AZ. Donc c'est une bonne chose en fait de connaître la ligne de commande AZ. Et puis cette ligne de commande, vous pouvez, on va voir, l'installer sur, tous les OS, quasiment, vous pouvez l'utiliser sur tous les OS. Donc on peut l'installer, sur un Mac, on peut l'installer sur Windows et on peut l'installer bien entendu sur du Linux. Alors cette ligne de commande, on peut l'installer, mais on peut également, l'avoir à disposition simplement en instanciant, un container Docker. Donc il vous suffit pour cela, d'aller chercher, l'image, qui est sur la Microsoft Container Registry, la MCR. Donc mcr.microsoft.com/azure CLI, et là vous avez la dernière version, de la CLI. Donc là, c'est dans le cas par exemple où vous ne voulez pas en fait gérer localement, les binaires, vous voulez simplement, instancier au besoin la ligne de commande. Une autre façon, d'avoir accès, à la CLI, à l'Azure CLI, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le Cloud Shell. Donc le Cloud Shell, c'est simplement en fait, un shell, mais qui est disponible dans le navigateur directement, depuis le portail d'Azure, et pour cela, en fait, il vous suffit de venir cliquer ici, sur le petit prompt ici, le petit carré à côté de la barre de recherche, et ça vous ouvrira automatiquement ici un magnifique shell. Donc techniquement derrière, en fait, on crée un container pour vous, hein, simplement, et donc directement, vous pouvez manipuler la ligne de commande directement depuis votre navigateur. Alors, au passage, si vous utilisez le Cloud Shell, la première fois que vous allez l'utiliser, ça va vous demander de créer un compte de stockage. Donc dans ce compte de stockage, en fait, seront stockés les fichiers que vous allez utiliser dans Cloud Shell. Donc même si les containers, le shell en tant que tel est du volatile,
les données sont persistées et donc persistent dans un compte de stockage. Au passage, ce compte de stockage, vous pouvez y accéder depuis une machine distante. L'ensemble des informations en fait sont sur un file share et donc vous allez pouvoir faire un net use et monter en fait au travers du réseau en fait ce file share si vous voulez y accéder depuis aux données qui sont à l'intérieur depuis un poste distant. Alors on peut bien entendu administrer également Azure avec du PowerShell, donc ça, ceux qui viennent historiquement du monde Windows et qui ont l'habitude de faire du scripting PowerShell en seront très contents. Et, euh, et donc retenez juste que les versions de PowerShell ont évolué dans le temps, que désormais on est sur le module qui s'appelle AZ, d'accord. Et donc bien penser toujours à être à jour parce que là encore tout évolue en permanence. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour la CLI, mais la CLI évolue de version à peu près tous les quelques jours. Donc il faut régulièrement penser à faire une mise à jour de sa CLI. Donc on peut installer la CLI en fait d'Azure comme le PowerShell avec également des package managers. Donc si on est sur Mac, ce sera Brew. Si on est sur Windows, ce sera Chocolaté, ou le nouveau package manager de Windows. Et puis si on est par exemple sur de l'Ubuntu, on pourrait utiliser apt. Et donc bien penser du coup de bien mettre la CLI dans les dépôts qui sont gérés par le apt. Comme ça vous ferez un sudo apt-get update, ensuite un sudo apt-get upgrade, et puis ça vous mettra à jour votre Azure CLI. Du coup, après c'est du PowerShell tout à fait classique, hein, avec le verbage PowerShell. Donc là, c'est une autre version de ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo numéro 1. Là, je récupère ici, par exemple, l'ensemble des noms des régions Azure dans leur version longue et leur version courte. On peut également, donc je vous ai montré le Cloud Shell avec du Bash, on peut également avoir le Cloud Shell avec du PowerShell. Donc soit on vient pour cela simplement cliquer ici sur le petit menu déroulant et on va voir apparaître Bash ou PowerShell en option. Soit quand on est dans la ligne de commande en Bash, on tape pwsh et automatiquement ça va vous démarrer en fait PowerShell. D'accord. Là ici on est sur le PowerShell Core, donc qui est sur une base de Linux. Alors là quand on voit ce shell, on peut se dire oh, c'est bien, mais ce serait mieux si on avait un peu plus de place pour bien voir en plein écran. Là encore, en fait, vous tapez la commande, enfin vous tapez l'URL shell.azure.com et là automatiquement, en fait, une fois que vous serez authentifié, eh bien vous allez arriver sur l'Azure Cloud Shell. Là encore, vous pouvez switcher Bash ou PowerShell ou simplement taper ici pwsh pour basculer en PowerShell. Et donc vous pouvez manipuler l'ensemble de votre shell ici. Vous avez 2-3 options en termes de taille de police et de choix des polices. Il y a 2 polices différentes à ma connaissance. Et donc on peut manipuler directement ce Cloud Shell depuis son navigateur. Alors ceux qui sont dans le monde Windows, on est dans un navigateur, mais néanmoins on a quand même des outils à l'intérieur, hein. Et dans ce Cloud Shell, par exemple, on a Nano, hein, on a VI, mais on a également Visual Studio Code. Et donc si vous tapez code, nom du fichier ou nom du répertoire, et bien automatiquement vous avez ici effectivement un Visual Studio Code qui apparaît avec de la colorisation syntaxique sur les formats de fichiers les plus communs. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment travailler complètement depuis son navigateur. Pour ceux qui ont installé le Windows Terminal sur donc leur machine Windows 10, vous aurez remarqué que dans les options qu'on a automatiquement qui sont disponibles, on a l'Azure Cloud Shell. Donc ça veut dire que directement depuis le Windows Terminal, on peut s'ouvrir X onglets, hein, et derrière automatiquement en fait il va démarrer dans Azure les bonnes instances et vous renvoyer le tout dans votre affichage local géré ici avec vos couleurs, vos thèmes de Windows Terminal. Donc là c'est une autre façon également d'avoir le Cloud Shell, de l'utiliser sans passer par un navigateur, mais néanmoins c'est le Cloud Shell qu'on utilise derrière. Donc le Cloud Shell est très intéressant parce qu'il contient en fait tout un ensemble d'outils en fait qu'on va avoir besoin jour le jour. Donc il contient effectivement tous les modules PowerShell pour Azure, il contient la ligne de commande Azure, il va contenir également des outils, d'autres outils. Il va contenir par exemple Terraform d'HashiCorp. Il va contenir les lignes de commande Docker, les exécutables pour faire de l'Ansible, les, les binaires kubectl, donc pour contrôler et piloter du Kubernetes. Il y a plein de choses à l'intérieur, et donc c'est vraiment un environnement qui est finalement déjà bien packagé et permet déjà de bien travailler quand on fait la ligne de commande. Et du coup, la bonne nouvelle qui est assez récente, parce qu'elle date de l'été 2020,
c'est que désormais, l'Azure Cloud Shell est disponible sous la forme d'une image et il a été open sourcé. Donc vous pouvez réutiliser cette image en fait, de Cloud Shell et directement la réinstancier, là où vous voulez. C'est une image de container, Docker au sens tout à fait classique du terme. Alors, les plus anciens d'entre nous ou les plus, dans le monde traditionnel, du data center, reconnaîtront ici un system center virtual machine manager. On peut effectivement prendre effectivement ces solutions, prévues pour le data center. Elles ont évolué dans le temps et désormais elles ont de plus en plus de connecteurs qui permettent de les raccorder à Azure. J'aurais dû rajouter, je ne l'ai pas fait ici dans mes captures d'écran, par exemple le Windows Admin Center, qu'on peut installer sur les dernières versions de Windows et qui lui également est capable de se raccorder pour faire certaines opérations dans Azure. Donc là encore, ça dépend des solutions et des types de services qu'on veut piloter, mais pour certains cas, c'est possible. Donc ici, par exemple, je voyais mes machines virtuelles depuis mon System Center Virtual Machine Manager. Un autre site à connaître assez intéressant, en fait, c'est le Resource Explorer. L'Azure Resource Explorer, qui est un site web qui va vous permettre en fait d'explorer votre abonnement Azure, cette fois-ci donc par provider ou par location, et d'aller vraiment dans le détail. Donc les providers, c'est les différentes grandes familles, catégories de services qu'on peut avoir. Et donc l'intérêt ici, c'est qu'on va directement en fait avoir dans l'interface le retour qu'on pourrait avoir si on faisait la requête avec l'API. Et donc on a la syntaxe de la requête de l'API, on a le get ici si c'était pour aller récupérer l'information. Si on voulait faire des actions de type modification avec des posts ou des deletes, on cliquerait sur cet onglet-là. Et là derrière, effectivement, on voit le fichier JSON, la réponse qui serait renvoyée. Un très très bon outil, peut-être plus pour les développeurs ou les DevOps. Et puis si on parle de développeurs DevOps, pour les développeurs historiques Windows, là on parle de Visual Studio. Donc Visual Studio depuis assez longtemps, depuis la version 2015, a un SDK qui permet et puis du coup intègre tout ce qu'il faut pour faire de l'Azure. Et donc dans les barres de navigation de Visual Studio, on a des barres spécifiques à Azure qui permettent effectivement d'aller voir les différents objets, voire de les manipuler. Néanmoins, aujourd'hui la tendance est quand même de plus en plus à l'utilisation, d'un autre IDE, peut-être un peu plus léger, qui est, gratuit, et open source, c'est Visual Studio Code. Et donc Visual Studio Code en fait, intègre pas mal de plugins désormais, d'extensions qui vont vous permettre en fait, de manipuler Azure sous différentes formes en fonction des services que vous allez utiliser. Donc ça va aller d'extensions, très spécifiques, comme l'extension Azure Function qui est vraiment dédiée à faire, des fonctions Azure comme son nom l'indique, à des extensions un peu plus génériques comme le Azure Account qui va simplement permettre de se connecter en fait depuis Visual Studio à Azure. Au passage, vous avez un terminal, vous pouvez faire afficher un terminal dans Visual Studio Code et donc bien entendu vous pouvez faire afficher le Cloud Shell d'Azure directement dans Visual Studio Code. Beaucoup de gens le font. Personnellement, je ne le fais pas parce que j'aime bien avoir une fenêtre plus grande, mais c'est tout à fait faisable. Et puis, on a une application également sur Windows qui s'appelle l'Azure App Portal, qui est une application moderne et qui en gros va vous exposer exactement la même chose que le portail. Donc en gros, c'est le portail mais sans un navigateur. Donc en gros, on a fait un wrapping du portail dans une application, hein, c'est juste une web part à l'intérieur. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est assez intéressant de la voir quand on va commencer à jongler en fait avec plusieurs, comptes utilisateurs. Et donc quand on va jongler avec plusieurs comptes utilisateurs, c'est toujours embêtant de devoir se déloguer, reloguer. Donc le fait de lancer chaque fois plusieurs instances de l'application, ça permet en fait de démarrer l'instance sous des contextes utilisateurs différents et donc d'avoir différentes interfaces, différents abonnements, sans pour autant avoir à se déloguer ou avoir utilisé 3 ou 4 navigateurs différents pour pouvoir justement avoir plusieurs contextes connectés en simultané. Autre chose assez sympa, une application pour le portable, pour le mobile. Donc cette application, en fait, elle s'appelle Microsoft Azure, elle est disponible sur iOS, elle est disponible sur Android. Et cette application, en fait, est assez intéressante parce que elle vous permet de faire, on va dire, une partie du management directement, localement depuis votre device ou votre tablette. Donc on va retrouver la gestion des abonnements, la visualisation des ressources, la vue des notifications. Et puis, petit truc assez sympa, c'est qu'on peut avoir accès, on peut faire donc du PowerShell ou du Bash et donc utiliser le Cloud Shell en fait directement en fait depuis son équipement mobile, donc depuis son iPad, depuis sa tablette Android, simplement en cliquant sur Cloud Shell et ça vous ouvre une instance et vous avez le retour sur votre device mobile, ce qui est plutôt assez sympa. Alors, petite chose très récente que j'ai découvert, pour pas le cacher, il y a 2 ou 3 jours dans le portail d'Azure. Alors
c'est peut-être présent depuis un peu plus longtemps, mais c'est relativement récent quand même. Eh bien, c'est une fonction qui permet, qui s'appelle Share to Mobile. Donc là, je suis par exemple sur une machine virtuelle. Et donc cette machine virtuelle, quand je clique sur Share to Mobile, eh bien, ça me fait afficher dans l'interface un QR code que je vais scanner avec mon téléphone. Et le fait de scanner sur mon téléphone, eh bien, ça va directement m'ouvrir sur le téléphone l'application pour l'AVM donnée. Donc là, ça va m'ouvrir l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'application Azure pour iOS Android. Et ça m'ouvre directement sur la ressource qui m'intéresse ici. Et donc là, je l'ai vu sur ma machine virtuelle. Je peux faire des opérations telles que l'arrêter, la redémarrer, ou m'y connecter. Et si je clique sur le bouton Connect, là, ça fera appel à une autre application, qui est l'application du bureau distance, qui elle encore est disponible sur iOS et sur Android. Alors là, on a fait le tour un petit peu de tous les outils qu'on a à notre disposition pour gérer les ressources d'Azure. Maintenant, on va voir un petit peu comment on va gérer ces ressources. Donc, le modèle de gestion d'Azure, hein, tout est basé sur une fabrique qui s'appelle Azure Resource Manager. Enfin, gestion des ressources par ARM. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la partie infrastructure, hein, donc en gros les data centers d'Azure. Je vous ai dit que bon, bah, derrière, nous, on a notre solution pour gérer tout ce beau hardware. Et puis, on a ce qu'on appelle la fabrique contrôleur qui va être en charge, effectivement, de dispatcher les ressources aux bons endroits, etc., etc. Et de gérer, finalement, tout cet ensemble. Vous, en tant que client, vous allez pouvoir interagir, en fait, avec ce qu'on appelle ARM. ARM est composé d'un ensemble de providers, de fournisseurs. Donc, on va dire que c'est des grandes familles qui vont permettre de traiter après des sous-ensembles de services. Donc, si, par exemple, je parle du provider que je n'ai pas ici, si le Compute Resource Provider, et bien le Compute Resource Provider va contenir les éléments associés aux machines virtuelles. Donc on va retrouver dedans en ressources l'objet Compute, l'objet VM Scale7, on verra plus tard ce que c'est, l'objet disque virtuel pour les machines virtuelles qu'on appelle le Manage Disk, etc., etc. Si on est sur le Resource Provider Networking, et bien c'est ici qu'on va retrouver les objets Virtual Network, les objets Load Balancer, les objets Firewall, les objets Network Security Policies, etc. etc. Vous aurez compris le principe. Donc en gros, on étend les fonctionnalités, soit en rajoute d'Azure, soit en rajoutant des nouveaux providers, soit en fait en faisant rajouter des sous-services dans les providers. Et quoi qu'il arrive, toutes les ressources qui vont être créées sur ces providers auront des métadatas qui leur seront associés. Et ces métadonnées, et donc ces ressources, on va les créer dans des ressources groupes qui seront eux-mêmes dans des abonnements Azure. On va pouvoir mettre des jolis tags, on va en parler tout à l'heure. Et sur tout ça, eh bien, on va avoir bien entendu un role-based access control. On va être capable de dire qui a le droit de faire quelle opération, sur quelle ressource provider, sur quelle ressource en particulier. Donc ce modèle ARM, en fait, qu'on a souvent et qu'on peut encore appeler des fois le IaaS V2, c'est un modèle qui date à peu près de 2014 et qui a remplacé le modèle historique qui s'appelait ASM, Azure Service Management, qui était le modèle historique conçu avec le lancement d'Azure en 2010 et qui a quasiment disparu. Vous pourrez encore retrouver des vieilles ressources si vous avez des abonnements des ressources qui sont depuis longtemps. Quand vous voyez entre parenthèses classique, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le modèle ARM mais dans l'ancien modèle qu'on appelait l'ASM. Dans le modèle ARM, on va tout baser en gros sur ce qu'on appelle des ressources groupes, donc des ressources qu'on va mettre dans des ressources groupes. Sur des ressources providers, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le modèle ARM a apporté quoi de sympa par rapport à l'ancien modèle? Eh bien, il a apporté effectivement cette notion de role-based access control que je vais détailler par la suite. Et puis cette notion également de templating avec ce qu'on appelle les templates en JSON. Donc, cette slide est un petit peu vieille. New is always better. On parle de new en 2014. Mais effectivement, c'est la deuxième instantiation de ce qu'on avait dans Azure qui est arrivé. Donc comment on organise, finalement ça s'organise toutes ces ressources dans Azure? Eh bien, les ressources sont regroupées dans des ressources groupes. Et ces ressources groupes, en fait, font partie d'abonnements. Donc l'abonnement va venir est-ce que vous allez réellement votre unité de facturation? Donc, vous allez créer un nouvel abonnement, vous allez y associer une carte bleue, ou passer par des abonnements d'entreprise, mais le principe est le même. Et un abonnement va venir se raccorder à une base d'identité qu'on appelle un Azure Active Directory, appelée également un tenant. Si on a un ensemble d'abonnements, on va avoir une mécanique qu'on appelle les management groups qui va permettre en fait de gérer un ensemble d'abonnements tout simplement de manière centralisée. Donc on va pouvoir mettre d'ailleurs des management groups dans des management groups.
Donc ici, par exemple, on aurait l'IT qui gère le management group production, qui lui-même en fait contient 2 management group par région. Et dans chacune de ces régions, on va retrouver des abonnements Azure différents. Donc ça, c'est une manière d'organiser effectivement, quand on a une grosse organisation, l'ensemble de ces abonnements Azure. Et après, dans les abonnements, on va déléguer les droits aux bonnes personnes. Donc les groupes de ressources, hein, c'est simplement une sorte de répertoire virtuel dans lequel en fait vous allez regrouper des ressources. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'une ressource est forcément dans un ressource groupe, et une ressource ne peut appartenir qu'à un seul ressource groupe. On peut mixer dans un ressource groupe des ressources de différents types, et des ressources qui viennent de différentes régions d'Azure. C'est vraiment un regroupement logique qui va servir principalement pour 2 buts. Un, faciliter le role-based and access control, donc déléguer des droits, et 2 également, faire du calcul de facturation de combien coûtent les ressources. Donc à créer, c'est probablement l'objet le plus simple dans Azure, parce qu'en gros, pour créer un ressource group, on va vous demander dans quel abonnement Azure Subscription on va faire ce ressource group, quel est son nom, et quelle est sa région. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la région de l'objet logique. Et là, vous avez ici un exemple de ressource groupe qui contient 3 ressources différentes. Vous voyez qu'elles sont réparties d'ailleurs dans des régions géographiques différentes, ça n'a pas vraiment d'importance, et qu'elles sont de types différents également. Alors la question souvent qu'on me pose, c'est oui, alors quand on a vraiment des services un petit peu complexes, quelle est la meilleure façon de regrouper, de créer les ressources groupes? Est-ce qu'on met toutes les ressources d'un applicatif dans le même ressource groupe? Ou est-ce que on va dispatcher les ressources par type de ressources dans différents ressources groupes? Et là, faire par exemple un ressource groupe pour les ressources web, un pour les machines virtuelles, un pour le stockage. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend. Ça dépend de la manière dont vous allez travailler et faire votre administration. Si dans l'organisation, l'administration par exemple du stockage des machines virtuelles et déléguer une équipe en charge des machines virtuelles, et cette équipe ne gère pas ni le web, ni le stockage, ni les bases de données, pourquoi pas faire un seul ressource groupe effectivement qui contient toutes les machines virtuelles. Après, si on a une équipe qui est en charge d'administrer son workload, son applicatif, et donc elle va gérer toutes les briques qui le composent, peut-être faire un seul compte de stockage, un seul ressource groupe, pardon. Voilà. Donc ça dépend, il y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Par contre, ce qui est important, c'est de faire de l'étiquetage des ressources. Et donc l'étiquetage, le tagging, consiste en gros à, sur chacune des ressources, de mettre des étiquettes qui vont permettre en fait de retrouver plus facilement ces ressources, ou de faire de la refacturation plus simple, ou de faire de la délégation plus simple, etc. D'accord? Donc les ressources sont simplement des clés valeurs. Donc vous mettez ce que vous voulez en clé, ce que vous voulez en valeur. L'idée, c'est de pas non plus avoir quelque chose de trop compliqué, hein. Et donc il est bon de commencer avec quelques types d'étiquettes, et puis après en fonction de l'usage, si on en a besoin, d'en rajouter. Et puis s'il y a des étiquettes dont on ne sert pas, on les enlève. Voilà. C'est exactement comme une armoire avec plein de classeurs sur lesquels on mettrait des codes couleurs ou des petites étiquettes justement pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Si on met 20 étiquettes différentes par classeur, ça risque vite d'être compliqué à utiliser. Donc voici un exemple, j'ai sélectionné 2 ressources, et sur ces 2 ressources, je vais mettre une étiquette qui s'appelle usage. Euh, donc là, avec une valeur pré-prod, et puis démo qui s'appelle conçu. Alors, je vous l'ai dit, une des nouveautés qui est arrivée à l'époque en 2014 avec l'ARM, c'était ce qu'on appelle les modèles Azure, les templates. Donc, en gros, c'est de l'infrastructure as code. Donc, ça consiste à modéliser les objets, les ressources qu'on veut créer dans un abonnement Azure, et de les modéliser dans du code au format JSON, donc du code qu'on peut mettre dans un dépôt de code, un Git, un Azure Repo, un GitLab, etc. Et puis, du coup, après, de prendre ce code et de dire à la fabrique, vas-y, je te demande ça, fais-le moi pour moi. Donc, il y a un système automatisé à prendre ce code et va créer pour vous les ressources. Donc là, on a une garantie d'impotence. Chaque fois qu'on donnera le code, le résultat sera toujours le même, parce que la fabrique va aligner un état désiré par rapport à ce qu'elle a tout de suite. Donc c'est très très puissant. Il faut absolument, ça sert vraiment à industrialiser, à éviter les erreurs humaines, plutôt que créer les ressources à la main dans l'interface graphique ou en ligne de commande avec des scripts qui peuvent potentiellement planter. On n'a pas ce problème-là normalement avec des fichiers de modèles. Et puis pour commencer sur le sujet, en fait, on a plein de modèles prêts à l'emploi qui sont disponibles. Je crois qu'il y en a 7 ou 800 aujourd'hui disponibles dans ce qu'on appelle les Azure Quick Start Templates. Donc c'est un dépôt GitHub qu'on a réindexé dans le portail d'Azure pour faciliter la recherche. Et donc on a dans ce repo en fait un ensemble de modèles, certains fournis par Microsoft, d'autres par la communauté,
Et donc c'est très, très bien pour effectivement, commencer et puis après faire des modèles un peu plus compliqués. Vous avez ici le lien, pour aller voir, le GitHub qui contient l'ensemble de ces templates. Hem, donc certains templates sont très vieux, d'autres sont très récents, certains sont peu mis à jour, d'autres sont beaucoup mis à jour. Là encore, il y a à prendre et à manger à l'intérieur. Dans tous les cas, c'est vraiment des quick start. C'est fait pour commencer à débuter, pour gagner du temps, pour pas avoir à tout réinventer, la roue et donc voilà. Alors également, un petit outil intéressant, un site web qui s'appelle ARMWiz comme viz comme visualiseur, .io. Donc ça vous permet de prendre un fichier, format JSON et puis vous créez le petit dessin en fonction, des ressources qui sont dans ce fichier et puis vous mettre également les liens de dépendance. Donc là, par exemple, pour créer une machine virtuelle, il y a une dépendance qui est la machine virtuelle a besoin d'une carte réseau pour être créée. Elle a besoin d'un compte de stockage également. Au passage, ce visualiseur, désormais est également disponible dans le portail d'Azure. Heu, donc ça fait partie des nouveautés. Donc on a l'équivalent directement dans le portail d'Azure. Si on est dans Visual Studio, là encore, on a des, Visual Studio, directement quand on part d'un projet Azure, il propose directement de prendre des templates. Donc on peut directement, déployer un template, ou ouvrir un template, un modèle template directement depuis Visual Studio. Donc Visual Studio, c'est propre template et Visual Studio, c'est également aller chercher dans le menu déroulant ici, dans les Azure Quick Start. Donc on peut directement ouvrir depuis l'IDE ces fameux modèles dont je viens de vous parler. Donc ça va ressembler à ça. Ce qui est intéressant, je trouve, dans Visual Studio, c'est effectivement qu'ici, on a un explorateur des ressources. Le JSON n'est pas forcément très parlant au départ quand on n'a pas l'habitude de cette syntaxe. Donc là, on retrouve facilement en gros qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier. On voit qu'il y a 4 paramètres, 21 variables et puis 5 ressources. Et simplement en cliquant sur le bon endroit, ça permet ici de se retrouver dans le bon endroit dans le code. Et également facilement de faire bouton droit, ajouter une ressource. Il va proposer des gabarits de ressources et il va vous remplir le code pour vous. Vous n'aurez plus qu'à le compléter. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, pour débuter. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça avec Visual Studio, normal, hein, pas le code, que vous pouvez prendre en version gratuite, hein, la communauté édition. Et puis, une fois qu'on a son template, on va pouvoir déployer son template, alors soit avec du PowerShell, soit avec la ligne de commande, soit avec le portail d'Azure, et puis voilà. Pour gérer ces identités et accès, on va faire du RBAC, du Role Based on Access Control, qu'on retrouve également dans l'interface sous le nom de IAM, Identity and Access Management, qui est le même terme qui a été utilisé, qui est utilisé à ma connaissance d'ailleurs chez WS. Et l'idée là, c'est de sécuriser finalement l'accès aux ressources en donnant de manière assez granulaire des permissions. De dire en gros qui a le droit de faire tel type d'opération sur tel type de ressources. Donc pour cela, on s'intègre complètement en fait à un dépôt d'identité, bien entendu, un provider qui est Azure Active Directory, hein. Donc l'idée, c'est de prendre des groupes ou des utilisateurs ou des comptes de service dans l'Azure Active Directory et de dire, ce groupe, cet utilisateur, ce compte de service a le droit de faire telle opération sur tel provider pour tel abonnement Azure ou pour telle ressource groupe ou pour telle ressource. Donc on affecte ici à l'abonnement, donc au niveau le plus haut, aux ressources groupes ou à la ressource. Et puis pour vous faciliter la chose, on a déjà en fait des rôles qui ont été préconstruits dans le portail Azure, des built-in rôles qui vous permettent de dire ok, si je veux un rôle de type reader sur l'ensemble des ressources, mais il existe déjà. Si je veux un contributeur, donc quelqu'un qui peut faire des modifications mais pas changer les permissions, ce type de rôle existe déjà. Si on veut après des rôles très particuliers, on peut créer ce qu'on appelle des custom roles. Historiquement, on pouvait le faire uniquement avec un fichier JSON, et donc c'était pas disponible dans le portail. C'est désormais disponible depuis quelques mois dans le portail Azure. Les custom roles, donc on peut créer son propre custom role directement depuis l'interface du portail Azure. Donc si on résume le tout, le centre de tout ça, c'est l'identité avec Azure Active Directory, qu'on appelle également le tenant, dans lequel, cet identity provider, on va avoir donc des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs et puis des applications, donc des comptes de service pour faire simple. Nos différents abonnements Azure seront toujours accordés à un et un seul tenant. Donc quand on va créer son abonnement, on va dire cet abonnement est associé à ce fournisseur d'identité Azure Active Directory. Et puis après, dans ces abonnements, on va subdiviser avec des ressources groupes. Le airbag peut donc se faire au niveau global de l'abonnement, au niveau d'un ressource groupe particulier, ou même au niveau d'une ressource. Donc ça veut dire que vous pouvez dire, ok, John, il est administrateur de l'ensemble de cet abonnement Azure. Par contre, John, après, il va déléguer après en fonction des ressources groupes ou des ressources à d'autres personnes parce que John ne va pas faire tout le travail. Voilà.
Comment on fait cela? On peut se mettre directement au niveau d'un ressource groupe ou d'un abonnement ou d'une ressource. Et on revient ici sur la partie Access Control, IAM. Et ici, donc, on va venir, donc on peut faire déjà un check access, vérifier que John, par exemple, a bien quel rôle est affecté à John. Et puis on peut également dans la partie Role Assignment pour dire je vais rajouter du coup un nouveau rôle. Donc là par exemple je vais choisir ici le rôle Reader. Donc là vous voyez l'ensemble des rôles built-in déjà disponibles dans Azure, donc, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc là je prends par exemple le rôle Reader. Et puis je vais venir l'affecter à un utilisateur de l'Azure Active Directory. Et puis là je vais aller prendre mon ami Arnaud. Et donc je lui affecte ce droit. Voilà. Donc, désormais, quand je regarde la liste dans l'ensemble de ceux qui peuvent faire des choses sur mon abonnement Azure, je vois que Arnaud est désormais en reader sur cette ressource-là particulier, qui est un ressource groupe. Donc en synthèse, finalement, le airbag, c'est quelque chose d'assez simple. Donc on a quoi? On a un Azure Active Directory, ça c'est le plus important, ici. On peut le synchroniser ici avec un Active Directory qui est sur site, donc on utilisera pour cela l'Azure AD Connect, donc qui est un logiciel qui est installé sur une machine dans le data center ou vers les machines qui sont les domaines contrôleurs, et qui va être en charge de synchroniser les comptes et les groupes de l'Active Directory sur site vers l'Azure Active Directory. On en parlera plus dans la vidéo liée à la partie identité. Donc on se retrouve avec l'Azure AD qui a des utilisateurs et des groupes. On a des rôles qui existent, et bien on va assigner des rôles à ces utilisateurs ou à ces groupes, ce qui permettra du coup de donner des droits sur effectivement l'API d'Azure, les abonnements Azure, le portail d'Azure, mais également sur tous les services de cloud de Microsoft. On parle d'Office 365, de Dynamics, ou de toute application SaaS qu'on a intégrée finalement à l'Azure AD. Point important, même si on est des bons administrateurs, on peut toujours faire des erreurs, on peut toujours avoir un script qui a été mal codé et qui supprime plus de choses ou qui modifie plus de choses que ce qui était prévu. Donc pour éviter des mésaventures sur des éléments qui sont sensibles, je pense par exemple à une base de données ou un compte de stockage qui contiendrait pas mal de données, eh bien c'est important d'avoir des garde-fous. Donc dans les garde-fous qu'on a, eh bien le ressource group, ici, le verrouillage de ressources, est un bon garde-fou. Il va vous permettre en fait de sélectionner une ressource ou un ressource groupe et de poser un lock dessus. Ce lock est une sécurité additionnelle par rapport en fait au airbag. C'est-à-dire que le lock va être supérieur au airbag. Vous pouvez être administrateur d'un ressource groupe. Si vous mettez un lock qui dit tu n'as pas le droit de supprimer, donc un lock do not delete comme celui-ci qui est sur la capture d'écran qui est là, et bien même en tant qu'administrateur, je ne pourrai pas supprimer en fait l'objet, pourtant j'en suis l'administrateur. Donc j'aurai un message qui me dira non, il y a un lock posé sur la ressource, donc vous devez d'abord enlever le verrouillage, le lock, pour pouvoir faire l'opération. Donc ça évite en gros principalement les, les erreurs non intentionnelles. Ça ne protège pas le lock contre un administrateur malveillant, bien entendu. Et puis dans tous les cas, pour surveiller tout ce qui se passe en activité dans un abonnement Azure, tout est logué dans un journal qui s'appelle Activity Log. Cet Activity Log, on peut le consulter via l'interface graphique d'Azure, le portail dans la zone Azure Monitor. On peut également récupérer l'ensemble des informations, donc des logs, via une API REST ou via PowerShell ou via la ligne de commande AZ. En fait, en gros, on a pas mal toutes les options. Si on va dans la partie graphique, eh bien, on voit ici en fait qu'on peut directement voir dans l'interface d'Azure l'ensemble des opérations qui ont pu avoir lieu sur mon abonnement. Elles sont timées, on peut faire des recherches dedans, on peut faire des filtres, on peut récupérer le détail au format JSON, on peut voir l'historique du changement sur une ressource donnée, etc. etc. Voilà, cette deuxième partie de l'introduction au service d'Azure édition été 2020 est terminée. Là encore, comme d'habitude, pour plus d'informations sur les différents éléments dont je vous ai parlé, donc pour avoir plus de liens pour aller plus loin, https://stanislas.io et vous cherchez l'article associé à cette vidéo, donc article numéro 2 et des vidéos 2020, et vous aurez tous les liens pour aller plus loin. Et je vous remercie. Bonne journée à tous et à toutes.